Bonsoir, le boulevard du Grand Rendez-vous s'ouvre. Bienvenue à chacun et à tous dans ce programme du soir sur Bénin Business 24. Nous sommes mercredi, un petit tour dans quelques espaces naturels du pays et on revient. Eh bien voilà, vous êtes sur la chaîne 2 de l'ORTB, il est 19h02. Au menu de ce numéro du Grand Rendez-vous, on parle du marché des épices au Bénin. Comment est-il concrètement organisé? Les mélanges proposés aux populations sont-ils toujours des mélanges sains? On recevra sur ce plateau Marcel Agbetoro pour nous en parler. Nature et bien-être en santé nous offre un plateau sur la drépanocytose, cette maladie génétique héréditaire qui faisait peur. En tout cas, aujourd'hui, une lueur d'espoir semble se profiler à l'horizon pour les personnes atteintes de cette maladie au Bénin. Et pour nous éclairer, un médecin sera admis dans ce cercle. Le rêve est permis et on se le permet tous. Ce qui plaira encore plus, c'est de voir ses rêves se réaliser. Mais tout le monde ne détient pas forcément les clés pour y arriver et c'est là qu'intervient le coach. Comment le coach, justement, aide à atteindre les objectifs? Restez avec nous pour le découvrir. Et puis, les personnes atteintes de handicap se voient souvent marginalisées dans la société. L'accès à l'emploi leur est difficile. Chacun a son avis sur la question, mais ce soir, on va écouter un juriste qui va nous donner son point de vue. Il sera reçu dans la rubrique Autant savoir avec Agnata Bello. Voilà, chers amis téléspectateurs, le grand rendez-vous au plateau. Et bien évidemment, vous aurez le journal avec les collègues de la rédaction. Ça va se faire à 19h45 précises. Tout de suite, sans plus tarder, nous allons ouvrir le bal des rubriques et on commence par Nature et bien-être. Nature et bien-être, comme je le disais tantôt, va se pencher sur le cas des personnes atteintes de drépanocytose au Bénin. En tout cas, aujourd'hui, il paraît que cette maladie ne doit plus faire vraiment peur. Le médecin Mohamed Cherif Raimi, il est là pour nous donner beaucoup plus d'éclaircissements sur le sujet. N'est-ce pas, Yasmine Damata? Bonsoir. Bonsoir, Karamata Agbataou. Un plaisir de vous retrouver après ce long silence. C'est vrai, un long silence. Il fallait un peu se reposer, revenir pour le plaisir des amis téléspectateurs. Nous sommes là dans cette nouvelle saison. Le plus important, c'est qu'on est là. Ce soir, on va faire ensemble cette émission. Yasmine, dites-nous, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de nous parler de la drépanocytose aujourd'hui? J'ai choisi parce qu'en tout au CNHU, j'ai constaté qu'il y a une unité de prise en charge des personnes atteintes de drépanocytose. La femme enceinte est prise en charge, le nourrisson est pris en charge. Je me dis pourquoi ne pas informer nos populations qu'il y a un lieu d'espoir, puisqu'après avoir échangé avec le professeur, j'ai compris qu'aujourd'hui, on peut être drépanocytaire et vivre avec. Donc, en quelque sorte, un porteur sain de la drépanocytose, si je peux me permettre l'expression. Je vous laisse avec votre invité, Yasmine. Mais avant de
recevoir notre invité. Je le présente, professeur Raimi. Il est pédiatre et directeur du centre de prise en charge médicale intégrée du nourrisson de la femme enceinte atteinte de drépanocytose. Avant qu'on commence le débat avec vous, bonsoir professeur, nous allons faire un tour à la régie sur un élément sur la drépanocytose. J'ai mal partout. Prince et Lucienne souffrent de la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue au monde, mais inconnue d'un bon nombre. Pourtant, elle touche plus de 5 millions de personnes, selon l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Sa manifestation varie d'un individu à un autre. J'ai les maux de tête, les maux de ventre. Et les jambes aussi me font du mal. Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sentent bien plus que moi. J'ai mal au doigt et mes mains me font mal. Lui, s'il est en crise, il a vraiment très très mal au ventre. Et il réclame à ce qu'on lui presse même le ventre. Et il demande même à ses soeurs de monter sur son ventre pour lui permettre d'avoir un peu plus de soulagement. Les drépanocytaires ont un quotidien difficile, parfois hors norme. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de cette maladie incurable est onéreuse. Le produit que j'administre à mon enfant, ça me coûte au minimum 25 000 francs par mois. Si je rate, je fais des frais plus que ça. À l'hôpital, s'il est en crise, parfois je dépense jusqu'à 80 000, 96 000. À l'hôpital, chaque fois, il faut prévoir un minimum de 30 000 francs d'ordonnance par enfant. J'ai dû recourir à la tradithérapie qui me soulage un peu. Dans ce quotidien si sombre, certaines ONG viennent en appui aux familles des malades. C'est une de mes petites sœurs qui est restée en France. À la naissance de son enfant, après 1 an, on a constaté qu'il doit souffrir de la drépanocytose. Alors, ils ont essayé de faire des traitements, mais en fin de compte, il en est mort. Alors, pour immortaliser la mémoire de ce fils, la maman a créé cette association-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Si on pouvait avoir un petit dispensaire là, avoir notre médecin qui pourra voir les patients et savoir à quel niveau à peu près le mal est et comment les soigner. Demander à l'État de nous aider financièrement pour acheter des produits et de pouvoir canaliser ces patients-là. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. Yasmine Dabata, il est venu un peu tard, mais il est venu quand même à cet élément parce qu'il fallait qu'on le suive avant de vous laisser vous entretenir avec le docteur Chérif Raimi. On va y aller maintenant. Oui. Professeur, vous avez suivi comme nous cet élément témoin. Je vous ai vu prendre des notes. On sait que la situation, avec vous, après mes échanges, j'ai compris que la situation, c'est plus ça. Mais déjà, il faut qu'on s'entende sur quelques questions. La drépanocytose. Qui appelle-t-on personne atteinte de drépanocytose? Très bien. Qui appelle-t-on personne atteinte de drépanocytose? C'est vrai qu'en la matière, il y a beaucoup de confusion. Oui. En réalité, la drépanocytose, c'est quoi? C'est d'abord, on dit que c'est une maladie héréditaire. C'est une maladie que les parents vont transmettre à leur enfant. OK. D'accord? Et ce, souvent à leur insu. Et c'est une situation qui pose réellement ce que j'appelle un problème de santé publique en Afrique, au sud du Sahara, plus particulièrement au Bénin. Parce que je vous donne un exemple là. Si vous sortez dans la rue là, que vous rencontrez 5 personnes, vous êtes loin de vous imaginer que 2 personnes sur 5 sont porteurs de ce gène. Ils ne le savent pas. Mais par le biais des unions, ils vont pouvoir transmettre, à ma chance, si on peut le dire ainsi, ce gène à leur progéniture. Et lorsque un enfant aura reçu les 2 gènes
De ses parents. De ses parents, lui n'aura pas un gène normal. En ce qui concernera la production de l'hémoglobine qu'il y a dans nos globules rouges. Et cette personne qui malheureusement n'a pas hérité un gène normal, n'aura pas de gène normal, il sera considéré comme personne atteinte de drépanocytose. Tandis que une personne qui n'aura reçu qu'un gène de ses parents et qui aura hérité un gène normal de l'autre parent, donc il sera moitié, lui, il sera une personne qui est porteur, mais il ne va pas en souffrir de la drépanocytose. Là, on parle des personnes qui ont pour électrophorèse AS. Oui, AS ou A avec autre chose. Bon, mais disons qu'il n'y a pas la présence du S. Voilà, qui n'ont pas 2 fois S. OK. Ou qui n'ont pas S, en tout cas, qui ont au moins du A. En fait, je voulais juste qu'on s'entende. Voilà. C'est celui qui a les 2 S. Celui qui a les 2 S ou qui peut avoir un S et un C. Okay. Parce qu'il y a beaucoup d'autres variantes. Donc, mais restons en ce qui concerne la drépanocytose pure et dure, si on peut parler ainsi. C'est celui qui aura 2 S. En tout cas, c'est celui qui n'aura pas de A. Ah, ok, donc A qui sauve. Bon, vous savez, la nature est toujours généreuse. Oui. Quand vous avez un bon et un pas bon, la nature va privilégier le fonctionnement du bon. Même si le moins bon va quand même fonctionner un peu, mais la nature va privilégier le fonctionnement du bon. La nature est très généreuse, il lui faut très peu de choses. Docteur, est-ce qu'on peut savoir alors là, quelles sont ces personnes-là? Comment est-ce que leur électrophorèse se présente? Ce sont les AS, les SS, les SC, ce sont ceux-là qui sont vraiment des personnes atteintes de drépanocytose ou qui... J'ai dit, lorsque vous avez le A, le A, bon, corrige. Bon, c'est ça. Vous permettre de tamponner un peu le S. Le S. Et comme la nature est généreuse, la nature va privilégier le fonctionnement du A. Mais quand vous avez le SS, quand le SC, quand vous n'avez pas du tout de A, vous êtes un petit peu exposé. Quand vous n'avez pas du tout de A, donc vous n'avez pas ce qui peut vous permettre. Donc vous allez avoir... Vous n'avez pas la bonté de la nature. C'est ce que je retiens. Vous êtes exposé à avoir des problèmes. Ok. Mais aujourd'hui, on parle de personnes atteintes de drépanocytose. On ne parle plus de drépanocytaires. C'est quoi la différence? Pour nous, la différence, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que, vous savez, je te dis que la drépanocytose, longtemps, c'est la maladie de la malédiction, c'est la maladie de la stigmatisation, c'est la maladie de l'égalité sociale, c'est la maladie de la pauvreté, etc. D'accord? Donc, vous voyez, c'est une stigmatisation. Et donc, quand on dit déjà le mot, il est drépanocytaire, vous voyez que ce que ça porte comme stigmatisation. Vous voyez, donc, déjà, si on peut éviter, déjà, cela, une personne atteinte de drépanocytose, comme vous êtes atteinte de sida, vous êtes atteinte de poliomyélite, vous êtes atteinte de paludisme, enfin bref, ça a déjà réduit la stigmatisation. C'est très important. Ça réduit les peines de la personne en quelque sorte également. Ça l'aide à oublier un peu. Le regard déjà, c'est important. Ok. Le regard, c'est plus important. Donc c'est pour diminuer le regard que la société porte sur ces personnes que vous avez décidé, vous en tant que spécialiste, de passer donc de drépanocytaire à personne atteintes de drépanocytose, en quelque sorte. Bon, c'est pas une caprice, hein. Ça fait partie de tout ce que nous avons accumulé comme expérience, justement dans cette institution, qui est vraiment un établissement national, que nous avons accumulé comme expérience, qui nous ont amené progressivement à faire cette... Non, allez-y, il n'y a pas de souci. On a dit que la durée de vie, on nous a longtemps dit que la durée de vie de la personne atteinte de drépanocytose, ne dépasse pas 20 ans. Et quand il dépasse les 20, il vient jusqu'à 25 ans, c'est qu'il peut survivre. Est-ce toujours le cas? Vous voyez, là, il y a beaucoup de confusion qui se crée. Beaucoup de mythes. D'autres vont vous dire qu'il ne dépasse pas l'âge de 5 ans. C'est vrai. La majorité des enfants qui sont nés avec la drépanocytose, parce qu'ils n'ont pas été identifiés tôt, à temps, pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge appropriée, vont disparaître. Okay. 80% de ces enfants-là disparaissent avant l'âge de 5 ans.
Et vous voyez quand on parle des habicous, des choses comme ça, là, quand vous allez chercher, c'est souvent des familles qui ont des enfants de drépanocytose et qui meurent. Et de quelle lueur, oui docteur, de quelle lueur d'espoir on est en train de parler alors aujourd'hui? Est-ce à dire que c'est le dépistage très tôt qui constitue aujourd'hui cette lueur d'espoir? Ça fait partie des éléments de progrès. Parce qu'on sait que lorsque vous avez identifié l'enfant atteint de drépanocytose dès sa naissance, déjà, et qu'il peut bénéficier d'une prise en charge appropriée, probablement vous allez changer les choses. Et c'est pour ça que quand on dit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est une vue d'esprit. Est-ce que vous voyez? C'est parce que on n'a pas su faire ce qu'on doit faire jusque-là. On avait un certain regard sur cette pathologie qui est en train de changer. Vous savez, aujourd'hui, depuis que ces progrès ont été implémentés, par exemple, quand je prends les pays comme les États-Unis et plus tard en Europe, ils ont commencé cette nouvelle approche de cette pathologie depuis les années 75, grâce au président Nixon, qui avait promis au Noir, tous les gens lui avaient dit, si on vote pour vous, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Et il leur a dit, bon, comme vous ne contrôlez pas la drépanocytose, je vais changer les choses par rapport à la drépanocytose. Et il a fait dès les années 75. Donc on a implémenté le diagnostic précoce. On a compris un certain nombre de choses qui se passaient, qu'on peut éviter, qu'on peut traiter, qu'on peut soigner. Donc, si bien qu'aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, avec les statistiques, l'espérance de vie de la personne atteinte de drépanocytose se rapproche progressivement de celle de la personne qui n'est pas atteinte. Ça, c'est aux États-Unis. Qu'en est-il des malades la situation au Bénin? Il ne reste pas beaucoup de temps. Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de temps. Oui. Vous savez, je vais vous dire deux choses. Ça fait bientôt 30 ans que nous sommes partis d'un projet individuel et nous en sommes aujourd'hui à une institution nationale, intéressement public, qui est le CPMI. Peut-être qu'on aura l'occasion de s'étendre dessus. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit devant les ministres de la Santé le 21 août dernier. Pour nous, désormais, au Bénin, la drépanocytose n'est plus une fatalité invincible. Je crois que c'est déjà ça, le pas grand une fatalité pas. Invincible. Voilà. N'est plus fatalité invincible. Ça veut dire que quand on a une prise en charge très tôt, avant les 5 ans, on peut vivre longtemps. On peut vivre pratiquement comme tout le monde. Voilà. Comme tout le monde. Et le docteur a été clair au départ, en tout cas dans les coulisses, tout le monde est candidat à la mort. Donc la drépanocytose ne devrait pas donc faire peur. Et merci beaucoup, docteur Raimi. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'aspects importants à dire justement sur ce centre que vous pilotez depuis un certain nombre de temps. On aura le temps de revenir sur la question, sur le sujet pour mieux informer les téléspectateurs. Merci beaucoup, Yasmine Damata. Merci à vous, bon retour à vous et agréable soirée. D'une rubrique à une autre, nature et bien-être santé. Aujourd'hui, c'est fini. Nous allons ouvrir les vannes pour Autant savoir. Autant savoir, on parle aujourd'hui des personnes handicapées ou des personnes atteintes d'un handicap. Mais avant le temps d'installer pour nous, donc ici au plateau, Agnat Belot et son invité, le juriste M. Sagbo. Nous allons regarder ensemble cet élément. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde portent un handicap, ce qui représente 15% de la population mondiale selon les statistiques de l'OMS. Le handicap revêt plusieurs formes, moteurs, visuelles, auditifs ou psychiques. Il peut constituer pour la personne qui le porte un désavantage dans la société. J'étais la seule sourde muette dans l'atelier où j'ai été initiée à la couture. Au début, c'était difficile de s'adapter, mais j'observais beaucoup. Tous les matins à 6 heures, j'étais déjà sur le lieu de travail pour regarder les techniques de coupe, la façon dont les aînés travaillaient et j'ai pu m'en sortir avec le temps. Yasminat fait partie de cette catégorie de personnes
qui, malgré leur handicap, se sont fait une place de choix dans la société. Grâce à Dieu, quand j'ai ouvert mon atelier, les copines qui me connaissaient parlaient de moi à leurs amis qui venaient et passaient commande. Entre-temps, j'avais avec moi de petites filles qui m'assistaient et jouaient le rôle d'interprète. Mes clientes et moi, nous communiquons beaucoup par message. C'est par ce canal que je leur fixe rendez-vous. J'ai un agenda où je note tout. Stéphanie est dans la même situation, mais elle exerce dans le domaine de la coiffure. Très habile de ses mains, elle s'adonne à son métier avec passion. Je fais les tissages, les cheveux nappis, les curls. Je fais aussi les soins du visage, la pédicure et la manicure. Je m'efforce à parler un peu pour communiquer avec mes clients. Le handicap, une déficience physique ou psychique lourde à porter, surtout lorsqu'il n'est pas de naissance. Quand j'étais petit, un tabouret est tombé sur mon pied. J'ai commencé à faire de la fièvre. Mon père m'a amené chez un de ses amis agents de santé. Il m'a fait une injection. Quelques jours après, mon pied s'est mis à rétrécir. C'est plus tard que l'ami de mon père a avoué avoir utilisé une seringue qui avait déjà servi pour son fils. Cette injustice n'a pas permis au jeune homme de continuer ses études, mais loin de s'apitoyer sur son sort, il se forme à devenir cordonnier. Eh bien voilà, merci beaucoup pour ce reportage. C'est quand même touchant de voir ces personnes-là qui, malgré tout ce qu'ils portent comme fardeau, comme handicap, arrivent quand même à faire quelque chose pour eux-mêmes et pour la société. Agnès Bello, bonsoir. Bonsoir à vous, Karamata Ouattara. Un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Bonsoir aussi à votre invité, Monsieur Cyril Gilles Sagbo, vous êtes juriste. Bonne arrivée. Agnès Bello s'est dit dans le reportage, quand ce n'est pas de naissance, c'est encore plus difficile pour ces personnes-là d'accepter leurs nouvelles conditions. Et ce qui parfois leur cause beaucoup de préjudice dans la société, c'est qu'il est difficile qu'on les accepte, surtout pour un travail. Et c'est justement ce qui explique que nous avons choisi de parler de ce sujet, c'est que personne n'est à l'abri de handicap. Voilà. Tout le monde ne naît pas handicapé. Parfois, au cours de votre vie, vous pouvez avoir des situations qui vous amènent, qui vous réduisent à une situation de handicap. Et c'est pour ça qu'on a dit, il faut quand même parler de ça. Le plus important pour une personne handicapée, c'est toujours de se sentir utile à la société. Et l'utilité passe déjà par l'emploi. Donc, on a un juriste sur ce plateau pour pouvoir en parler avec nous. Merci Cyril Gilles Sagbo. Vous êtes juriste, comme je le disais tantôt. Donc, j'aimerais déjà savoir si vous avez l'impression en tant que juriste que face à l'emploi, nous sommes tous égaux. Oui, bonsoir madame, comment vous allez? Ah bien, merci. On va très bien par ici. Hein. Toujours de la forme. Ok, c'est une question qui nous interpelle tous. Face à l'emploi, nous ne sommes pas tous égaux. Une personne handicapée et une personne physique ne sont pas égaux devant l'emploi, pas du tout. D'accord, mais la législation béninoise devrait quand même garantir cela, le droit à tout le monde d'accéder à l'emploi. Oui, même la Constitution même du 11 décembre 1990, en son article 8, a proposé, a souligné des cas d'handicap qui peuvent travailler même dans la fonction publique et autres. Oui. Oui. Et pourtant... Non, on vous écoute et pourtant. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas avec la loi portant même code de la fonction publique. À titre d'exemple, je prends la loi numéro 86-013 du 26 février 1986. Que dit la loi? Portant code des agents permanents de l'État. Oui. Cette loi refuse catégoriquement certaines personnes du moins à exercer, à être fonctionnaires. Le cas des handicapés moteurs. Par exemple. Oui, sauf les personnes handicapées intellectuelles, les handicapés intellectuels. D'accord. Les handicapés moteurs sont exclus de la fonction publique. Exclus? Oui. D'accord. Catégoriquement. Et voilà, et comme on le dit, la législation béninoise garantit le droit à tous
et d'accéder à l'emploi. Et pourtant, sur le terrain, ce n'est pas forcément ce qu'on constate. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de revenir un peu sur ces tests juridiques-là pour rappeler quand même à tout le monde que la loi est là et qu'on est obligé de respecter la loi? Oui, revenir sur ces tests juridiques, on le fait déjà. Oui. Par exemple, il y a le projet Handicap International qui le fait déjà, qui organise des colloques chaque week-end même dans les départements du Bénin et sensibilise la population sur l'handicap. Ce n'est pas un fléau en tant que soi. Également, au cabinet Juriste Plus, chaque fois on le fait. Même, on a initié même des consultations juridiques gratuites aux personnes handicapées. L'aide juridique gratuite aux personnes handicapées. D'accord. Plus se fait. Oui. Maintenant, est-ce que les personnes handicapées ont un statut particulier, justement, selon le Code du travail? Oui. D'abord, les personnes handicapées ont un statut particulier. Oui. Je n'irai pas d'abord sur le Code du travail, mais eux-mêmes, ils ont leur statut d'abord. Voilà. C'est la loi numéro 2017-06 portant Code des protections et promotion des personnes, des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Oui. Après ça, le Code du travail même est allé plus loin en protégeant maintenant les personnes handicapées, surtout dans le secteur privé et non dans le secteur public. Ah d'accord. Oui. Dans le secteur privé. Privé, oui. Et pourquoi, on peut savoir pourquoi pas dans le secteur public? Oui, dans le secteur public, c'est l'obligation de résultat fort même. Ah, la personne handicapée sent déjà des malaises, donc il peut juste que le mettre de lui. D'accord. Donc déjà avec la législation, il y a déjà une discrimination. Dans le privé c'est bon, mais dans le public c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Là on est toujours dans le domaine de l'emploi salarié. De l'emploi salarié. Parce que si vous voulez concourir maintenant à un concours, on demande l'attitude physique. Oui. Vous savez bien important. Oui. Même pour l'enseignement, on demande des tests de surdité, du non-bégaiement, tout ça, avant de vous accepter. Si. Ça veut dire que la personne handicapée est déjà exclue de ce champ d'application. Qu'est-ce que vous auriez souhaité, puisque vous faites partie de ceux-là justement qui conçoivent ces dispositions-là? Vous êtes juriste, dites-nous, est-ce qu'au départ, il faut revoir tout ça pour permettre à ces personnes aussi qui font partie de la société de pouvoir apporter de leur pierre? Oui, pour ma part, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on fait déjà des sensibilisations. D'accord, mais est-ce que cela suffit? Puisque apparemment, il y a une faille juridique, c'est-à-dire la loi, à un moment donné, elle est défaillante. Elle ne permet pas d'obliger les gens à comprendre, à tenir compte. Et à insérer ces personnes handicapées. Ça, c'est vrai. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, les juristes, mais ou bien le collège des juristes peut faire aujourd'hui, c'est sensibiliser les employeurs, les chefs d'entreprise. Que cela donne également l'opportunité de travail aux personnes handicapées. Aux personnes handicapées. Oui. D'accord. Sinon, nous allons dire que nous irons faire des propositions de loi, ça va, excusez-moi, mais ça va prendre du temps avant de se réaliser. C'est clair. Oui. Et que pour l'instant, ce qui importe, c'est de trouver des solutions imminentes. Oui. Vous parlez tantôt de la protection sur le lieu du travail. Oui. La protection sur le lieu du travail, quelle est sa signification de façon concrète? La protection sur le lieu du travail, de façon juridique d'abord, c'est la protection générale de l'employé. D'accord. Et quand on parle de l'employé, dans ce cas, c'est d'abord l'employé personne physique. Oui. Et non personne morale. Et non les handicapés domestiques. D'accord. C'est une personne physique bien importante qui joue ses facultés pour travailler. D'accord. Oui. Maintenant, comme vous le concevez justement avec nous, une personne handicapée a besoin d'un certain nombre de facilités, par exemple la rampe d'accès si c'est une personne handicapée motrice, peut-être aussi un ordinateur qui lui permet de pouvoir utiliser le langage des signes. Il y a beaucoup d'obligations pour une entreprise ou pour une structure qui choisit d'aller dans l'embauche de personnes handicapées. Est-ce que tout cela ne rentre pas dans le cadre de la protection de l'employé handicapé au niveau de l'emploi? Non, pas tellement. Pas tellement parce que c'est l'employeur qui fournit le travail. Et quand l'employeur n'a pas des tablettes pour les mieux ou bien des scripts, ils ne peuvent pas faire tout ça, non. On ne peut pas lui faire obligation. On ne peut pas lui faire obligation. D'accord. Vous nous parliez tantôt de certaines facilités pour les entreprises, les structures qui se décident à engager des personnes handicapées. Il y a des facilités. Parlez-nous-en un peu plus. Oui, aujourd'hui, avec la loi et en son article 32, l'article 32 de la loi du Code du travail, bien sûr.
Bon, avant de citer, déjà, l'article dit quoi en résumé? Non, en résumé, qu'est-ce que l'article dit? L'article dit que les employeurs qui souhaitent recruter des personnes handicapées seront exonérés à 75 à 50% de l'impôt. D'accord. Un allègement fiscal? Oui, un allègement fiscal. C'est bel et bien écrit, excusez-moi, dans l'article 33 de moins. D'accord. Oui, du Code du travail, Benoît. Mais si il y a ces facilités qui existent, pourquoi on a toujours des entreprises qui sont réticentes à y aller? Est-ce que c'est l'obligation de rendement? Je crois que c'est beaucoup plus ça, parce qu'un entrepreneur qui crée son entreprise, qui met une structure en place, c'est comment faire pour rentabiliser très vite, en un temps record, et se faire de l'argent. Enfin, je crois que l'idée première derrière tout ça, c'est ça. Et forcément, on ne voit pas... C'est le profit. Oui, et c'est ça. Et on ne voit pas la personne handicapée apporter des résultats très vite pour l'atteinte de ces objectifs. Mais est-ce que, selon vous, quel est le sort qu'aujourd'hui on réserve à ces personnes handicapées? Quel est leur sort à court et à moyen long terme? Oui. Non, avec cette nouvelle loi, la loi propose, ou bien la loi est vraiment allégée par rapport aux personnes handicapées, en leur proposant des services, peut-être sur les start-up, la création de leurs entreprises et autres. D'accord. Oui. D'entreprendre eux-mêmes. D'entreprendre eux-mêmes. Voilà, de créer eux-mêmes leur emploi, leur richesse, oui. Et là, ils seront également, comme je l'ai dit tout à l'heure, exonérés également jusqu'à 50% de l'impôt. Parce qu'ils créent de la richesse, ils ont créé de la richesse. Je crois que les employeurs que vous êtes et qui nous regardez en ce moment, vous avez quand même un mobile intéressant pour pouvoir avoir dans votre personnel des personnes atteintes de handicap, parce que fiscalement, vous serez donc un peu allégé. Et notre juriste l'a encore rappelé, c'est dans le Code du travail, n'est-ce pas? Article 33 du Code. Article 33 du Code du travail. Agnat Bello, merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir. Merci à vous, Kamata Petao. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour Autant Savoir d'aujourd'hui. Je vous retrouve semaine prochaine. Si tout va bien d'ici là, portez-vous bien. Et c'était donc la rubrique Autant Savoir. Nous avons encore 2 autres plateaux autour de cette table et puis l'incursion du journal télévisé le 19h45. Alors, qu'est-ce que nous allons faire à présent? Je crois que nous allons faire l'espère. Notre expert aujourd'hui, elle est une dame. Elle va s'amener tout à l'heure. Elle va nous parler donc du coaching. Je vais vous faire venir. Venez, madame, il n'y a pas de souci. Venez, installez-vous, prenez place. Voilà, merci bien. Comment est-ce que vous vous portez, madame? Très bien, merci. Ça va bien? Et ce soir? Ça va bien, merci. Le temps pour moi de remettre rapidement de l'ordre dans mes fiches. Vous êtes Daniel Adéchoubou. Oui. C'est bel et bien ça, c'est bien ça. On n'a pas écorché le nom. Non. Et vous êtes coach motivateur. Oui. Alors, dites-nous, c'est vrai que tout le monde aujourd'hui a des ambitions. Tous autant que nous sommes, quel que soit notre âge, on a un petit rêve quelque part qu'on caresse tout doucement et avec le temps qui grandit, n'est-ce pas? Oui. Alors, mais il se fait qu'on n'arrive pas toujours à déceler ce qu'il faut très tôt pour pouvoir nous permettre facilement d'atteindre ces objectifs. Et c'est là votre rôle en tant que coach motivateur. Vrai ou faux? Vrai. Vrai, exactement. Ok, d'accord. Je veux commencer en disant ceci. Oui. Le rôle du coach, ce n'est pas de vous emmener à réaliser ce que vous n'êtes pas capable de réaliser. Ça, c'est un bon départ. Mais le rôle du coach, c'est de vous emmener à réaliser que vous avez la capacité de réaliser ce que vous rêvez réaliser. Wow. Alors, comment savoir qu'on est en mesure de réaliser un rêve qu'on caresse? Comment est-ce qu'on peut le savoir? Parce qu'on peut se permettre de rêver. Le rêve, il est permis à tout le monde et je crois que c'est dit, c'est connu. Ok, d'accord. Oui. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le coach vous emmène à réaliser vos capacités. En faisant quoi? En vous boostant, motivant, vous aidant à comprendre ce que vous avez à l'intérieur de vous déjà. Votre potentiel, vos capacités. Oui. En vous emmenant à oser malgré la peur. Et lorsque vous osez une fois et que vous voyez ce que vous êtes capable de faire, cela vous donne confiance et vous emmène à faire encore plus. Et sur quel axe travaille justement le coach pour pouvoir permettre tout cela? L'axe principal sur lequel le coach travaille, c'est plus la mentalité. D'abord. D'abord, l'état d'esprit.
Parce qu'on a l'habitude de dire tout commence là, tout se passe dans la tête. Si vous pensez que vous êtes capable, vous le ferez plus facilement. Mais lorsque vous pensez que vous n'êtes pas capable, vous avez déjà perdu avant de commencer. Donc, le coach travaille principalement sur notre mentalité. Nous aider à développer la mentalité de possibilité et de capacité. Parce que beaucoup de personnes ne réalisent pas des choses extraordinaires, pas parce qu'elles n'ont pas la capacité de réaliser des choses extraordinaires, mais juste parce qu'elles ne se sentent pas capables de les réaliser. Donc, il faut d'abord travailler la mentalité. Se sentir capable. Donc, c'est là la nuance. On dit la plupart du temps, notre problème n'est pas une question de nationalité. Beaucoup se disent peut-être si j'étais né dans un autre pays que le Bénin. Donc, ce n'est pas plutôt une question de nationalité, mais c'est plus une question de mentalité. Donc, le coach vous aide à réaliser que, waouh, je peux le faire. J'ai les compétences, j'ai les capacités de le faire. On imagine que ça doit prendre un temps fou pour franchir ce premier pas essentiel, important. Oui, ça prend un peu de temps pour franchir ce pas. Pourquoi? À cause de la programmation dont nous avons été tous victimes. La plupart du temps, notre environnement, le milieu dans lequel nous sommes nés, nous avons grandi, les expériences que nous avons vécues dans la vie, nous ont conditionné un certain nombre de choses. Donc, il faut d'abord prendre le temps de se débarrasser de toutes ces chaînes. Moi, je les appelle des chaînes, en fait, parce que la société, qu'on le veuille ou non, à un moment donné ou à un autre, elle a un poids sur l'individu. C'est exactement ça. Et ce poids, il n'est pas toujours le... comment je vais dire, le moteur pour donner le meilleur de soi. C'est bien ça. Alors, est-ce que ces astuces, justement, sur ce que vous dites là, que vous prenez d'abord le mental, est-ce que c'est valable pour tous les secteurs de la vie, aussi bien professionnelle, vie de famille, vie de société, ou c'est dans un domaine précis? Ça commence par le mental, mais après, vous avez des spécificités en fonction du domaine. Par exemple, le mental d'abord, après, il faut vous équiper également. Équiper en connaissances. Parce que si je prends par exemple un ordinateur et je veux réaliser une projection PowerPoint. Si je prends l'ordinateur et que je n'ai jamais utilisé d'ordinateur, je peux passer des heures à vouloir réaliser ma conception PowerPoint. Mais si je l'ai déjà fait, ou si j'ai quelqu'un à côté de moi qui me dit « prends pas ici, passe par là, allume », je pourrais le réaliser même en 5 minutes ou en 10 minutes. C'est pour dire que quoi? On vous équipe aussi de compétences et de connaissances. La connaissance vous permet de faire plus vite ce que les autres font dans un temps plus long. Exactement, sur un temps plus long. Donc, ça commence d'abord avec la prise de conscience, la mentalité. Le 2, c'est maintenant l'équipement. Le 2, l'équipement. L'équipement, avec de la connaissance, de la compétence, de l'information. On a dit la différence entre ceux qui réalisent de grandes choses et ceux qui font de petits résultats, c'est le niveau d'information, le niveau de connaissance. Donc, on vous équipe d'informations relevantes, capitales dans votre domaine. Si vous venez, par exemple, pour un coaching dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des affaires, dans le domaine du mariage dont vous avez parlé tout à l'heure, on vous équipe dans la connaissance pour pouvoir surmonter ce domaine-là. Je vais prendre rapidement... Allez-y, on vous écoute en fait. D'accord. Je vais prendre rapidement cette anecdote. Imaginez par exemple que vous rentrez dans cette pièce et que c'est votre première fois d'entrer dans cette pièce et que vous avez les yeux bandés et que vous devez vous diriger et tout dans la pièce. Vous risquez de vous cogner, vous risquez de tomber, vous risquez de vous confronter, de vous retrouver face à une chaise ou une table ou un bureau. Maintenant, de la même manière, parfois nous rentrons dans le mariage les yeux bandés, c'est-à-dire nous ne maîtrisons pas tout ce qui se passe à l'intérieur. Nous rentrons dans l'entrepreneuriat les yeux bandés. Donc le coaching, c'est un peu comme cette personne qui vous tient par la main, malgré que vous n'avez pas une visibilité du domaine, une visibilité de là où vous voulez aller, qui vous prend par la main et qui vous dirige. Et qui vous conduit. Tout doucement. Et je reviens encore avec ma question parce que je n'ai pas eu satisfaction justement. Est-ce que ces outils sont valables pour tous les secteurs de la vie?
Oui. Est-ce qu'ils suivent le même cheminement? Oui. D'abord le mental, en point 2, on vous travaille, on vous outille en quelque sorte, et maintenant reste à savoir s'il y a un autre point. Je dirais que ces outils sont valables pour tous les domaines de la vie. Voilà. Pour tous les domaines de la vie. Parce que peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, il y a d'abord votre mental qui joue en premier lieu. Que vous soyez sportif, c'est d'abord votre mental. Que vous soyez entrepreneur, ça commence avec votre mental. Donc, c'est d'abord le mental. Maintenant, ensuite, l'information concernant le domaine de la vie que vous voulez Donc, c'est à traiter. partir de l'étape 2, si je me comprends, et si vous suivez, chers téléspectateurs, avec nous, que commence maintenant la spécificité en quelque sorte. L'autre, c'est un peu le tronc commun, et après, on parle dans la spécialisation. Je voudrais bien, parce que qu'on y aille étape à étape, si le temps nous permet, on va essayer de tout dire. Ce qui aujourd'hui intéresse les gens, c'est d'abord l'aspect professionnel. Je pense, on veut entreprendre dans son milieu de travail, on veut être parmi les meilleurs. Dans sa carrière. Voilà. Un peu tout ça. Dites-nous. D'accord. Oui. Je dirais par exemple que c'est d'abord vous donner des... Vous voyez, beaucoup de gens se plaignent de beaucoup de difficultés auxquelles ils font face dans la vie. Sans savoir par où je prends pour commencer par sortir de ces difficultés-là. Donc, lorsque je prends par exemple dans le domaine de la carrière, vous avez démarré la carrière, mais vous ne savez pas forcément, vous savez, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend à l'école. Comment évoluer dans sa carrière. Non, mais une chose est sûre, la théorie, elle est différente de la pratique. Exactement. On a beau apprendre le métier, le job sur les bancs, mais quand vous vous confrontez aux réalités du terrain, comme on le dit, c'est tout autre. C'est tout autre chose. Oui. Donc, c'est déjà vous donner des indices, des astuces, des pistes, une orientation sur comment vous devez faire pour obtenir des promotions dans le domaine de la carrière et aller d'un niveau. Je suis journaliste aujourd'hui, je veux avoir une promotion. Qu'est-ce que je fais? Dites-moi. On a déjà passé l'étape numéro 1, où on a travaillé mon mental, j'ai compris. L'étape 2, on m'a assez fourni d'outils et tout. Qu'est-ce que je dois faire pour mériter ma prochaine promotion? D'accord. Vous êtes journaliste aujourd'hui, vous désirez évoluer dans votre carrière. Premièrement, ça commence avec la vision. La vision, c'est l'image de ce que vous voulez être. Quand vous fermez les yeux aujourd'hui et que vous pensez à 10 années à venir, vous vous voyez où? Ah, mais je me vois grande, hein? Grande, c'est vague. Et c'est là que le problème commence. C'est là le piège. Oui. On n'est pas précis. On n'est pas précis. On n'est pas précis. Parce que la précision vient faire la différence dans les réalisations. D'accord. Donc, c'est dit, par exemple, je me vois comme la prochaine Oprah du Bénin. Je dis juste comme ça. Oui, frère. Je dis ça juste comme ça. Oui. Maintenant, c'est de voir. Vous savez, le succès, c'est un peu comme une recette. Si je veux faire un gâteau aujourd'hui, même si je ne suis pas cuisinier de profession, si je vais piocher la recette sur Internet et que j'applique la recette, je pourrais sortir avec un gâteau, même s'il n'est pas parfait. Madame Adèle Choubou, on va y aller très vite parce qu'il nous reste, je crois, dans les 120 secondes. D'accord. Dites-nous, tout ça là, parce que quand on entend parler de coach aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment à la portée de tout le monde facilement? Et comment est-ce qu'on arrive à bénéficier de ces genres de formation? Est-ce que ça se fait individuellement ou c'est par groupe? Comment est-ce que ça se fait? En fait, l'aspect pécunier m'intéresse. D'accord. Quand on parle de coach aujourd'hui, d'abord, je dirais, ce n'est pas disponible à tout le monde. Voilà. C'est plutôt disponible à ceux qui y croient. À ceux qui veulent se donner la capacité de pouvoir en bénéficier. Ça fait appel à débourser un peu quand même. Oui, ça fait appel à débourser un peu. Ouais. Mais nous sommes dans une société où ce n'est pas encore les coûts comme les coûts qui se pratiquent dans des pays étrangers, dans les pays européens. Donc, c'est des coûts réellement abordables. Par exemple, vous faites des séances individuelles? On fait des séances individuelles. De comment ça dépend de l'objectif que votre vis-à-vis veut atteindre et en combien de temps? Oui, ça dépend de l'objectif et ça dépend du travail qu'il y a à faire et ça dépend du besoin. Si, lorsque vous venez d'abord, on fait une séance de diagnostic,
On vous pose des questions pour savoir c'est de quel domaine, qu'est-ce que vous voulez améliorer, quel est le domaine que vous voulez toucher. Et après cela, maintenant, on décide si c'est du privé ou c'est... Je veux qu'on définisse ensemble, si vous permettez, avant oui. qu'on se quitte là, l'aspect temps. Ça va prendre combien de temps, justement, si je rêve de devenir la Oprah Winfrey du Bénin? Vous me donnez combien de temps? Le rêve, il est là. Je suis précise là maintenant, je veux devenir la Oprah Winfrey. Vous allez prendre combien de temps avec moi pour que je puisse atteindre cet objectif? Je dirais 3 mois. Ah oui, hein? Oui, mais toujours est-il que ça va dépendre de l'engagement. L'engagement. Parce que tout ne repose pas sur le coach. La personne également qui est suivie a besoin d'avoir une bonne réaction face à ça. Merci beaucoup, Daniel Adéchoubou. On aura quand même eu l'essentiel vivement, cette Oprah du Bénin. Je vais vous souhaiter un très bon retour ici. Le temps, c'est le temps. Il est 19h45. On me fait savoir de l'autre côté. Nadège Soni est déjà bien positionnée pour le journal On y va, le 19h45. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Tout de suite, le sommaire. Décès du professeur Albert Tévoé-Djiré ce 6 novembre à Porto Novo. Éminente personnalité béninoise, celui que l'on pleure était l'un des artisans de la transition démocratique au Bénin. La journée mondiale sans papier à ne pas confondre avec la journée des sans-papiers est célébrée ce 6 novembre. Elle a été instituée pour exhorter les entreprises à abandonner l'utilisation du papier, l'alternative étant la dématérialisation des documents. Les accidents de circulation peuvent être un frein à la croissance économique du Bénin. Une étude révèle plus de 219 milliards de francs CFA de pertes pour le pays, une situation qui préoccupe le Centre de sécurité routière. La nouvelle est tombée depuis ce matin. Le professeur Albert Tévoé-Djiré n'est plus. Le décès est survenu ce matin 6 novembre à la clinique Louis Pasteur de Porto Novo. Retour sur le parcours exceptionnel d'un patriarche, artisan de paix et symbole de lutte pour l'épanouissement des peuples et le développement. C'est à travers ce commentaire signé Aurélie Soton. Nous avons juré de ne plus jamais humilier l'intelligence. Le Bénin vient de perdre l'un de ses vaillants fils, Albert Tévoé-Djiré, plus connu sous le pseudo Renard de Djlegbe, ou encore Frère Melchior, a tiré sa révérence. Né le 10 novembre 1929 à Porto Novo, Albert Tévoé-Djiré a marqué à plus d'un titre l'histoire politique du Bénin. Docteur en sciences économiques et politiques, ancien député à l'Assemblée nationale, ancien ministre du plan de la restructuration économique et de la promotion de l'emploi, Albert Tévoé-Djiré fut surtout l'un des artisans de la transition démocratique et homme de médiation au Bénin. La preuve, il a joué un rôle central lors de la conférence nationale souveraine du Bénin. Il fut candidat malheureux aux premières élections de l'ère démocratique. Médiateur de la République, quelques années après, il a été toujours celui de qui l'on dit qu'il vaut mieux l'avoir avec soi que contre soi. Au plan international, déjà en 1961, il devint secrétaire général de l'Union africaine et malgache. Puis, il part aux États-Unis, à Harvard, où il intègre le Bureau international du travail. C'est à cette époque qu'il développera le concept de minimum social commun et celui de contrat de solidarité, une nouvelle approche des relations nord-sud qu'il exposera dans son ouvrage « La pauvreté, richesse des peuples ». Plus tard, il a porté le chapeau de représentant du secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, pour assister les protagonistes de la crise en Côte d'Ivoire de 2003 à 2005. Fin intellectuel, il a milité dès sa jeunesse dans maintes organisations.
son livre intitulé « L'Afrique révoltée » deviendra rapidement une référence pour toute une génération de jeunes intellectuels. Père de 3 enfants et grand-père de 3 petits-enfants, le renard de Djelegbe part 4 jours avant ses 90 ans. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. Parlons à présent de la journée sans papier célébrée ce 6 novembre. Malgré l'avènement du numérique, le papier garde toujours sa place. Evra Anani et Edwige Agossou nous en parlent. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent d'imprimer de gros rapports afin de les consulter sur un support physique plutôt que sur ordinateur. Les vieilles habitudes ont la peau dure. C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc, nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les objets, les marchandises qu'il y a, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutent, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique et avec l'internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Du monde en un village planétaire a fait naître aujourd'hui le digital. Véritable levier de croissance des entreprises, il compte aujourd'hui plusieurs opportunités dont profitent les jeunes. Une équipe de la rédaction s'est rapprochée de Fidéon Adéagboaï, meilleur entrepreneur en 2019 au niveau continental. Il explique comment l'entrepreneuriat des jeunes peut participer au développement du continent africain. Les entrepreneurs en tant que créateurs de richesses, à travers leurs innovations, leurs prouesses, sont ceux-là qui doivent impulser la dynamique économique. La responsabilité du développement de l'Afrique nous incombe, je dirais, à 70%, en ce sens que les gouvernants, ils ont juste la responsabilité de créer des conditions favorables, d'assurer la stabilité et la paix, de créer des conditions fiscales favorables à l'émergence des entreprises. Il y a de nouveaux métiers qui sont nés du numérique aujourd'hui. On parle de community management, on parle de marketing digital, on parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique. Il y a autant de compartiments à explorer. Le marketing digital est très important à mon avis, en ce sens que quoi qu'on fasse, on a besoin de vendre. On a beau innover, il faut pouvoir vendre.
l'Afrique, c'est un gros marché, c'est un marché de plus d'1 milliard de potentiels consommateurs. Il faut qu'on puisse reconquérir ce marché parce que, voyez-vous, sur le total des échanges en Afrique, seulement 8% se font entre pays africains. Donc, il y a 92% d'échanges qui sont tournés vers d'autres continents. Il faut reconquérir le continent, voilà. Le Bénin perd chaque jour ses fils à la suite des accidents de circulation. Des accidents de la route qui constituent la première cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans. Les acteurs de la sécurité routière veulent réduire le taux de mortalité, mais ont du mal à hisser leurs préoccupations au rang des questions prioritaires. Pourtant, au Bénin, un peu plus de 219 milliards de francs CFA de pertes ont été enregistrés en 2016 avec pour cause l'insécurité routière. Louis Koudogbo, Rodrigue Babagbeto. Doit-on lui coller l'étiquette de mal du siècle? Tout porte à le croire si l'on se réfère aux statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS, dans son rapport Sécurité routière 2018, mentionne « Plus de personnes meurent maintenant à la suite d'accidents de route que du VIH-Sida, de la tuberculose ou de maladies diarrhéiques ». Au Bénin, l'Organisation mondiale de la santé compte un peu plus de 2800 morts par an, soit environ une moyenne de 2 morts et de 12 blessés par jour. Pour le Bénin, d'une manière spécifique, vous allez voir que nous enregistrions environ 700 morts. C'est les statistiques qui avaient été menées en 2015. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 620, 630. Mais sans compter que nous n'avions pas pu enregistrer l'ensemble des données parce qu'il y a des décès lorsque ça arrive pour des pratiques religieuses. Les gens refusent d'aller faire cette constatation. Nos statistiques que nous avions envoyées au niveau de l'INSAE ne sont pas en adéquation avec les enquêtes de l'OMS. Quand nous disons environ 600 morts, 630 et quelques morts, l'OMS trouve qu'il faut aller vers le double. Et c'est normal. Des chiffres qui traduisent l'ampleur de l'insécurité sur nos routes. Une insécurité routière avec pour facteurs trilogiques les hommes, les infrastructures et les véhicules à moteur. Dans ce contexte spécifique aux pays en voie de développement, le produit national brut PNB ne s'en sort pas indemne. Quand il y a beaucoup d'accidents et beaucoup de décès, c'est le capital humain qui est en train de disparaître et cela agit sur la production, sur le PIB. Lorsque d'un point A à un point B, il y a un accident, d'abord les traumatismes qu'il y a, ça engendre des frais pharmaceutiques. La prise en charge, ça engendre des frais. Les pertes de matériel. Et lorsque le pire en arrive, il y a même des accidents qui font détruire les infrastructures routières que l'État implante à coût de plusieurs milliards. Et c'est ça qui est déplorable. L'incidence économique de l'insécurité routière dans les pays à revenus intermédiaires oscille entre 1,5 et 3%. En 2017, pour un PNB d'un peu moins de 1700 milliards de francs CFA, les accidents de la route ont engendré au Bénin une perte d'environ 42 milliards de francs CFA. Que faire alors pour inverser la tendance? Investir dans la sécurité routière ne doit pas être une activité connexe parce qu'elle permet de sécuriser plutôt le capital humain. Au niveau mondial, lorsque vous voulez évaluer, lorsque vous voulez concevoir un projet avant d'aller vers l'évaluation, il faut réserver 10% des financements par rapport à la sécurité routière. C'est-à-dire qu'il faut sensibiliser d'abord, il faut faire les études d'abord avant projet, il faut voir comment est-ce que les signalisations sont faites, comment est-ce que les places sont disposées, et il faut pouvoir assurer la lisibilité, la visibilité de la voie. Autant de pistes de solutions qui permettront au Bénin de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route, ce qui lui permettra d'atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2020, comme prévu dans son plan stratégique de développement. Hors du Bénin, le Burkina Faso envisage de mobiliser 10 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les fonds serviront à l'émission de bons assimilables du Trésor auprès des investisseurs de la zone. Au cours du premier semestre 2019, le pays des hommes intègres avait déjà réussi à lever environ 151 milliards de francs CFA auprès des investisseurs sur le marché
marché financier régional. Cette performance fait du Burkina Faso le deuxième pays ayant réalisé les plus grosses émissions de titres avec 17% du total des titres émis dans l'Union au cours de la période revue derrière la Côte d'Ivoire. Au Cameroun, 18 milliards de francs CFA seront investis pour approvisionner 60 villages en eau potable dès 2020. Le projet, qui va s'étendre sur une période de 4 ans, va contribuer à améliorer le taux d'accès à l'eau potable au Cameroun. Selon une étude de l'Institut national de la statistique datée de 2018, seulement 45% des populations en milieu rural ont accès à l'eau potable contre environ 17% en zone urbaine. Ce sera tout pour cette édition. Merci de préférer BB24. Le grand rendez-vous, quant à lui, se poursuit et nous installons le dernier plateau, c'est Monde agricole. Voilà une rubrique aujourd'hui, ce mercredi, qui s'est proposé de vous parler de l'économie autour des épices. Quelle est l'organisation autour de ce commerce, autour de ce marché avec Marcel Betoro? Nous allons rapidement regarder cet extrait qu'elle nous a réservé et puis on revient sur le plateau en débattre. Je peux dire qu'aujourd'hui, la commercialisation des épices, c'est utile pour nous au Bénin, surtout les bonnes dames, les fonctionnaires, disons. Bon, c'est utile pour eux, puisque aujourd'hui, maintenant, tout le monde n'a pas le temps. Donc, vite fait, le produit est déjà conditionné, tu achètes et donc tu n'as plus de soucis à faire ta cuisine. À part les fonctionnaires, on a d'autres clients. Il n'y a pas seulement les fonctionnaires, il y a aussi les bonnes dames. Ce n'est pas seulement les fonctionnaires. Pour le marché de Kouma, je peux dire que c'est pas mal. Les épices nous aident beaucoup. Ah oui, il y a de nombreuses épices, ça va du piment à l'ail, noix de muscade, gingembre, curcuma et bien d'autres, n'est-ce pas Marcel Betoro? Bonsoir à vous. Bonsoir Karamata Betoro. Alors, ce que je note juste, c'est que c'est la chaise qui est vide. On devrait avoir ce soir avec nous, et c'est vrai, je le dis, une invitée, une transformatrice d'épices, mais qui, à la dernière minute, a eu un empêchement. C'est aussi ça le métier. N'est-ce pas? Oui. Et comme le rendez-vous, il est un rendez-vous, on doit l'honorer. Nous sommes là pour expliquer un peu rapidement, parce qu'on avait commencé, c'était vous d'ailleurs, avec Annette Belot, si je ne me trompe pas, sur les épices, rapidement, un peu la production des épices. Est-ce qu'on peut rappeler à ceux-là qui nous ont suivis, ceux qui nous ont manqué ce jour? Déjà, je vais dire bonsoir à nos chers amis téléspectateurs pour leur fidélité. Et comme vous l'avez dit, nous avons déjà eu un premier plateau sur les épices. Et il était question de parler beaucoup plus de la production des épices. Et à ce niveau, l'invité, c'était bien sûr Dame Jenotin Florentine, avec qui nous avons échangé. Elle nous a parlé surtout de la provenance des épices. Il faut retenir qu'au Bénin, nous n'avons pas encore cette culture bien développée au niveau des épices. Il n'y a pas que les épices, parce que c'est un ensemble. Il y a les épices, il y a les herbes aromatiques et il y a les huiles essentielles biologiques. Tout ça constitue un même
une même, comment dirait-on? C'est de la même catégorie. Voilà, même catégorie. Sorte. Et puis, au Bénin, nous n'avons pas encore développé la culture des épices, mais néanmoins, il y a quelques-unes de ces épices, par exemple l'oignon, vous l'avez cité tout à l'heure, le piment, l'ail qui ne vient pas encore, mais qui nous vient un peu du nord, les autres épices comme le poivre qui nous viennent du Niger, le cannelle et bien d'autres épices qui sont produites du moins dans des pays environnants. Et quand on finit de produire, il faut aujourd'hui, parce que le monde évolue à une vitesse grand V, ça va très vite, on produit aujourd'hui, c'est pour tout de suite transformer. Et comme l'a dit cette dame dans cet extrait, aujourd'hui, les femmes n'ont pas vraiment assez de temps, donc on le fait du tout prêt et pour la cuisine directement, pour le mélange, d'où ces mélanges d'épices que nous constatons. Marcel Guetoro. Justement, l'activité de transformation des épices aujourd'hui n'est plus à démontrer parce que les épices, quoi qu'on dise, il n'y a pas ce plat que vous pouvez cuisiner aujourd'hui, il n'y a pas ce repas que vous pouvez cuisiner aujourd'hui sans quand même y mettre un peu d'épices. Donc, quoi qu'on dise, la commercialisation y est. Maintenant, c'est la transformation et c'est le marché d'écoulement, c'est l'approvisionnement, c'est tout ça qui pose peut-être un petit problème de réorganisation de l'activité. Est-ce que quand vous parlez de réorganisation, ça dit que vous vous entrevoyez en quelque sorte le marché des épices comme étant une filière? Est-ce que pourquoi pas? Vous pensez que les acteurs qui travaillent là-dedans peuvent se mettre et organiser pourquoi une pas? filière? Si aujourd'hui vous allez dans un supermarché, vous allez voir des étalages d'épices, vous allez dans un marché ordinaire, les épices, même les bonnes dames, elles ont les épices qu'elles vendent de façon... C'est-à-dire dans les rues, dans les ministères, dans les entreprises. Donc c'est un secteur en plein essor. L'activité, on ne demande plus, l'activité nourrit son homme selon celle-là ou bien ceux-là qui l'exercent. Donc, il faut quand même, toute activité qui produit des revenus financiers, il faut organiser ces activités-là pour pouvoir permettre à ceux qui sont dedans et ceux qui consomment aussi de jouir réellement de ces produits. Vous l'avez dit, vous nous l'avez rappelé, qu'on n'est pas un pays, le Bénin n'est pas un grand pays producteur d'épices, mais on transforme suffisamment des épices ici. C'est juste pour savoir, où est-ce qu'on arrive à écouler? Est-ce que c'est juste sur le territoire où il y a un bon lot qu'on arrive quand même à exporter? Déjà sur le territoire national, les épices sont bien consommées, voilà. Mais il y a aussi cette partie qui est exportée. Et vous savez, pour exporter des produits, il faut quand même il faut des emballages, il faut, comment l'appelle-t-on, des normes, il faut des suivis. Et c'est peut-être ça qui manque un peu. Sinon, pour le marché d'exportation et le marché d'écoulement existe. L'exportation aussi... Il est où? Il est interne ou externe? Interne comme externe, parce que je vous donne par exemple, il y a de ces transformateurs d'épices ou transformatrices d'épices qui arrivent à écouler leur pays hors du territoire. Leurs produits. Parce que, par exemple, il y en a qui envoient ça au Gabon, qui envoient ça au Cameroun, même si ce n'est pas dans la sous-région, ils vont même jusqu'à aller dans des pays de l'Europe et tout ça. Donc, c'est quand même bien développé. L'exportation, on arrive aujourd'hui à exporter les épices transformées au Bénin. Mais le souci reste de savoir, est-ce que les normes autour justement de cette activité sont respectées? Est-ce qu'il y a un suivi rigoureux qui entoure Je suis tentée de vous renvoyer la question, est-ce qu'il y a un suivi autour, puisque c'est vous qui avez travaillé sur ce sujet depuis la dernière fois? Pour ma part, malheureusement, je vais dire non, parce que quand vous vous rendez, je prends l'exemple de Dantokba, le marché international de Dantokba comme exemple, quand vous vous rendez dans ce marché aujourd'hui, vous voyez combien sont ceux-là qui exercent l'activité, mais tout de suite, quand vous venez sur les sites, vous êtes découragé. D'abord par rapport à la façon dont on étale les produits. Parce que c'est des trucs que nous consommons directement. C'est des épices déjà séchées. Donc, qui passent directement au moulin. Du coup, on doit avoir quand même un peu d'hygiène autour. Mais déjà, à ce niveau, il y a un problème. Le bas blesse, ça dit le cadre n'est pas sain pour transformer, parce qu'on dit transformation agroalimentaire. Directement consommable. C'est déjà ça le problème. Puisque après avoir écrasé les épices, justement, on ne lave plus ça. C'est-à-dire la poudre que vous consommez directement. C'est ça, on met dans les emballages, dans les boîtes, etc. Donc, si ces épices-là qu'on doit écraser sont exposées comme ça à l'air libre au marché international de Dantokba, avec toute cette poussière, avec tous ces déchets autour, vous voyez qu'il y a déjà un problème.
Il serait intéressant, je ne sais pas si vous avez pu quand même glaner ces images-là pour nous, pour Bien sûr, permettre bien à sûr. nos amis téléspectateurs de suivre avec nous ce que nous disons, parce que c'est elle qui était sur le terrain. Si nous avons ramené des images, si la réalisation le peut nous permet, aider, on peut voir quelques images rapidement. Et voir vous-même l'environnement qui entoure justement ceux ou celles-là qui exercent ce métier-là. Donc vous remettez en cause la qualité de ces produits moulus. Ça, c'est la première partie. Agricoles. La deuxième partie, c'est même au niveau de la composition du produit. Dites-nous. Du produit final. Par exemple, vous venez au marché, vous voulez prendre des épices. Vous savez, ce que les bonnes dames exposent ne sont pas toutes de bonne qualité. Elles vous le disent. Il y en a, par exemple, il y a des clients qui viennent qui disent on veut faire un mélange de tel montant. Et c'est en fonction du prix qu'on vous sert quelque chose de qualité. Si le prix est moindre, par exemple, vous voulez faire un mélange d'épices à 500 francs, ne vous attendez pas à avoir la même qualité que celle qui veut faire un mélange d'épices. Ça ne va pas être honnête, Marcel, qu'avec 500 francs qu'on vous offre quand même... Étant donné que nous savons de quoi nous parlons, les bourses ne sont pas quand même les mêmes à tous les niveaux. Donc, il y en a qui viennent avec 500 francs, il y en a qui viennent avec 10 000 francs. Du coup, la qualité du produit pose déjà un problème. Vous aurez les mêmes produits, mais pas de même qualité. C'est-à-dire vous aurez des épices. Il y a parfois de ces produits qui ne devraient pas se retrouver dans ces mélanges-là. Elles l'ont dit, il y a une dame même qui nous a confié qu'il y a des clientes, par exemple, surtout celles qui revendent les épices, celles qui vont mettre ça dans des emballages pour commercialiser cela de façon un peu plus développée. Quand elles viennent, elles vous disent, c'est pour vendre, mettez-moi, il y a quelque chose qu'on appelle maintenant du secret, mettez-moi secret dedans. C'est quoi secret? Ça, par exemple, il y en a il y a deux sortes. Par exemple, au niveau des poivres, au lieu de vous mettre les poivres, elles mettent les tiges de poivre. Donc, vous avez l'impression d'avoir des poivres dans votre épice, mais c'est plutôt des tiges ou des racines de poivre. Donc, puisque les racines sortent beaucoup plus la poudre que les poivres eux-mêmes. Maintenant, par exemple, il y en a qui disent, on met, l'autre type de secret, c'est... excusez-moi, sur le plateau de dévoiler un peu le secret des dames, là, elles me disent par exemple qu'elles mettent des bouillons. Tout le monde n'aime pas ça. Maintenant, vu que tout le monde n'aime pas ça, pour celles qui font par exemple des services traiteurs, parce que peut-être le client a dit en temps, je ne veux pas que vous utilisiez des bouillons pour ma cuisine, elles mettent ça déjà même au moulin lorsqu'elles sont en train d'éclater leurs épices pour... Marcel, je ne vous coupe pas, mais qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que moi, j'avoue que je ne suis pas allée découvrir cette réalité-là dans le marché d'Antokpa. Et j'imagine qu'il doit avoir de ces genres de sites un peu partout sur l'étendue du territoire, dans les marchés et autres. Dites-nous, qu'est-ce que vous proposez aux femmes, aux bonnes dames, même aux messieurs aussi qui s'intéressent à la cuisine? C'est déjà d'être honnête. D'être là, déjà pour voir les mélanges qu'on leur fait. Non seulement, même si vous êtes là, vous savez, ce sont elles qui font le commerce. Elles savent, vous ne maîtrisez pas alors toutes comment les épices. faire pour contourner toute cette c'est là qu'intervient le rôle des institutions qui s'occupent de la qualité des produits. C'est déjà de permettre à ces dames-là d'avoir un système de normes de façon générale. C'est-à-dire qu'on essaie de reconnaître déjà l'activité, de réorganiser un peu l'activité, surtout au niveau de la qualité du produit. Parce que le reste, on peut encore fermer les yeux. Qualité et hygiène. La qualité, on n'en parlera jamais assez, en tout cas, sur cette émission, sur BB24. Nous sommes là aussi pour appeler les gens à bien se comporter, parce que la santé n'a pas de prix, mais il paraît que la santé a un prix. J'ai appris ça tout à l'heure. Marcel Betoro, en tout cas, merci beaucoup pour ces informations. Oui, vous auriez aimé quoi? Le temps, il est passé. Qu'est-ce que vous auriez aimé? J'aurais aimé quand même partager avec nos chers amis téléspectateurs de faire très attention, parce que quand vous allez au marché, tout ce qu'on vous vend, attention, il faut veiller vraiment à la qualité du produit. Vigilance et vigilance. Merci beaucoup à vous, Marcel. C'était donc notre rubrique Monde agricole, économie autour des épices, organisation du marché. Elle plaide pour les acteurs qui travaillent, pour ne pas dire les actrices, parce qu'il y a beaucoup plus
de femmes qui interviennent dans ce secteur que des hommes. Donc, permettez-moi que je dise, ces actrices-là, elles se font leur défenseur ou défenseuse ce soir pour que ce soit fait en filière pour une organisation quand même plus efficiente. Chers amis téléspectateurs, tout doucement, le grand rendez-vous de ce mercredi 6 novembre est en train d'aller vers la fin. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, c'est de revisiter ces sites naturels de notre beau pays, le Bénin. Avant de refermer les rideaux, nous allons, toute l'équipe de production, de réalisation de cette émission qui, par ma voix, présente ses sincères condoléances à tout le peuple béninois et à la famille de ce grand homme qui nous a quittés aujourd'hui même, Albert Tévaudrey, paix à l'âme du disparu. Le grand rendez-vous, stop et fin. Ce fut pour moi un plaisir d'avoir partagé ces instants de télévision du soir avec vous. Prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.